être. Je remercie les organisateurs, en particulier Amélie Bockmann pour sa sollicitation. Nous avons beaucoup échangé à propos de cette journée. Et maintenant, je me comporte un peu comme un enfant gâté quand aimablement on me propose une communication. Je propose toujours un autre sujet que celui qu'on me propose. Voilà. Alors donc j'ai expliqué à Amélie que je faisais presque plus de DIP, même si c'est quand même ma filiation. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était d'élargir les perspectives. Donc le propos que je vais tenir, il faut le considérer comme un propos simplement introductif. Je vais probablement vous décevoir, pas vous dire des choses très précises et très consistantes, mais je voudrais essayer d'élargir les perspectives par rapport à celles auxquelles on pense immédiatement quand on traite un sujet de dimension internationale. Derrière la question que nous nous posons ce matin, il y a celle de l'impact d'une circulation, en quelque sorte, de données sur les réseaux numériques, avec deux points de difficulté juridique qui sont largement identifiés. Le premier a trait au non-respect de droits de la propriété intellectuelle, une hypothèse à laquelle on peut être fréquemment confronté. Et la deuxième hypothèse, que je connais moins bien personnellement, est celle de la diffusion de données à caractère personnel. La question que je voudrais poser est de savoir si cette mondialisation de l'information, c'est-à-dire cette circulation de l'information sur les réseaux numériques, par exemple sur un portail Internet, sur un site web, est-ce que cette mondialisation traduit également des phénomènes de mondialisation juridique et est-ce que le juriste peut porter un regard, des constructions sur la manière d'appréhender ce phénomène global ? S'agissant de la propriété intellectuelle, l'appréhension globale du phénomène, elle est ancienne. On peut même dire que notre monde s'est doté, à la fin du XIXe siècle, d'outils phares qui ont construit les bases communes qui permettent aujourd'hui à 3/4 des pays du monde, en tout cas sur les principes, peut-être pas dans la réalité, d'accepter les mêmes principes de protection, les mêmes règles de base qui font que, a priori, un sujet de droit qui se porte devant un tribunal national va trouver dans tous ces pays des règles juridiques à peu près similaires, en tout cas sur le plan des principes. Sur le terrain de la protection des données à caractère personnel, le schéma est totalement différent. On a des instruments européens assez anciens de protection des données à caractère personnel. On a un droit communautaire devenu droit de l'Union européenne qui s'est beaucoup développé mais qui est en pleine refondation. Et on a bien sûr des droits étrangers et en particulier un modèle américain qui nous intéresse beaucoup puisque nous avons été amenés, nous Européens, à entrer en accord avec les États-Unis sur des questions d'échange de données à caractère personnel. Je pense notamment aux échanges dans le cadre des transports de personnes entre les deux continents qui ont fait l'objet d'accords, de décisions, certaines ont été annulées, d'un contentieux qui ressort régulièrement, bref, d'une approche différente, même peut-être divergente, de ces questions de données à caractère personnel. On a donc deux objets juridiques, protection de la propriété intellectuelle, très organisés, très structurés, avec quand même quelque chose qui ressemble à une base commune qui nous réunit à peu près tous sur la planète, même si ça pose naturellement des difficultés de mise en œuvre, et les données à caractère personnel qui là sont quand même à un stade beaucoup moins avancé de construction juridique. Alors face à ce constat, la question c'est de savoir comment le juriste va essayer d'appréhender ce phénomène. Et ce que je voudrais faire devant vous, c'est vous dire qu'il y a trois juristes possibles. Non pas que les trois soient trois personnes différentes. On peut avoir la même personne qui, par une certaine agilité, est capable d'emprunter à un moment ou à un autre une casquette différente. Mais il y a au moins trois manières de voir les choses. Et quand je vais dire trois, évidemment, je suis très restrictif parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus que trois. C'est trois types différents d'approches, trois approches de types différents, qui vont être envisagées à titre d'illustration. Alors ces trois approches vont consister à placer en perspective le travail d'un juriste qui a l'habitude d'œuvrer dans un contexte national, le travail d'un juriste qui a l'habitude d'œuvrer dans un contexte européen, et le travail d'un juriste qui a l'habitude d'œuvrer dans un contexte de dimension internationale. Pour ce qui est du juriste qui œuvre dans un contexte national, le travail, face à un phénomène de mondialisation, c'est au fond d'arbitrer
la compétence concurrente d'ordres juridiques nationaux différents. Le cœur du travail du juriste, qui travaille dans un contexte national, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, consiste à mettre en œuvre des règles qui vont, par un jeu de substituabilité, élire le droit d'un État au détriment d'un autre État ou la compétence d'un juge étatique au détriment d'un autre juge étatique. Ces constructions relèvent pour l'essentiel du droit international privé, de manière plus particulière du droit pénal international, mais essentiellement du droit international privé. Et elles reposent sur cette idée qu'il y a une équivalence entre les systèmes juridiques, puisque les systèmes sont substituables, qu'on applique à une affaire la loi allemande ou la loi française. Au fond, c'est que l'idée que le droit français comme le droit allemand sont aptes l'un et l'autre à appréhender complètement la situation dans un rapport de substituabilité. Ça, c'est le schéma de base qui va, je crois, être largement développé par mes deux collègues dans le cadre de cette table ronde et qui occupe le quotidien du travail du juriste qui œuvre dans un contexte national. Donc c'est évidemment le point le plus important. On va maintenant imaginer que notre juriste travaille dans un contexte européen, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. Alors, je vais prendre deux exemples. On va imaginer que la question de la mondialisation de l'information, et donc un contentieux, un litige qui se présenterait à ce sujet, encore une fois un site web ouvert sur Internet qui pose des problèmes de propriété intellectuelle ou de protection de données à caractère personnel, se trouve placé devant un acteur juridique qui n'est plus de ni rang national, mais qui est de rang européen. Alors je vais rester sur la figure du juge parce que c'était le plus simple, mais on peut développer d'autres figures que le juge. Je pense aux administrations, je pense aux institutions en général. Si je reste sur la figure du juge, je prends l'exemple de la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les avocats qui ont eu à traiter des affaires à un stade national, puis par la voie d'une requête à un niveau de Cour européenne des droits de l'homme, savent que la manière dont on travaille le dossier, le défend, le construit devant la Cour européenne des droits de l'homme n'a rien à voir avec la façon dont on travaille dans un contexte national. On a une autre langue, d'autres codes, d'autres référents, d'autres manières de raisonner que celles qui existent au niveau national. Ce qui vaut pour la Cour européenne des droits de l'homme vaut pour la Cour de justice de l'Union européenne avec un processus qui est tout à fait original dans le monde, qui est celui de la question préjudicielle, où dans une affaire nationale, qui reste une affaire de dimension nationale, c'est-à-dire traitée à un niveau national d'un État ou de plusieurs États, la possibilité est offerte aux juridictions nationales, vous savez, de poser une question préjudicielle, c'est-à-dire d'hisser l'affaire à un rang européen. Devant ce rang européen, on va se trouver de la même façon que pour la Cour européenne des droits de l'homme, devant des acteurs qui parlent d'un autre droit, qui a une autre rationalité, d'autres références, d'autres implications, etc. Bon, et l'affaire revient ensuite au niveau national par le jeu de la question préjudicielle. Nous avons des affaires connues, par exemple l'affaire Martinez ou E-Dates, dont nous parlions tout à l'heure. Le niveau maintenant international, qui est assez marginal dans les domaines que nous avons travaillés, quoique, à ce titre, on peut envisager l'hypothèse d'abord de l'arbitrage international, qui, par essence, est détaché d'un ordre juridique étatique, qui véhicule, le cas échéant, un droit transnational, c'est plus ou moins vrai selon les matières que l'on travaille. Ce droit fabriqué donc hors des États pour une société internationale, notamment une société internationale des marchands, peut, le cas échéant, avoir sa propre rationalité, ses propres logiques. Alors là, il ne faut pas exagérer l'importance du phénomène parce qu'on est dans des matières qui sont quand même pétries d'ordre public. Le rattachement à l'ordre juridique étatique est prégnant, de sorte que même quand on est dans la figure de l'arbitrage, on peut bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de l'existence du niveau national classique. En dehors de ce cas arbitrage, disons, commercial, international, appliqué à des cas qui seraient susceptibles de nous intéresser, je pense à d'autres forums, comme par exemple l'organe de règlement des différends. On peut parfaitement imaginer qu'un conflit entre deux entreprises à propos de diffusion d'un contenu sur Internet soit érigé en conflit interétatique, c'est déjà arrivé, c'est-à-dire que deux États décident d'ériger le conflit devant l'organe de règlement des différends, qui est une instance de forme, on va dire, arbitrale plus que juridictionnelle, et cette instance sera chargée de dire si l'État
à, oui ou non, respecter l'engagement qui est dans le paquet des engagements OMC de l'Organisation mondiale du commerce. Autre exemple international, vous savez que les Nations Unies interviennent dans la lutte contre le terrorisme. Les Nations Unies prennent des sanctions. On peut imaginer qu'une décision qui a trait à une sanction sur des personnes soulève un problème de protection de données à caractère personnel. Ce n'est pas une hypothèse qui est totalement absurde. Là aussi, on peut imaginer que devant ce cercle, on ait des constructions juridiques qui n'aient évidemment rien à voir avec ce qu'on peut imaginer au plan national ou même d'ailleurs au plan européen. Donc on a, pour faire simple, 3 familles de juristes. Encore une fois, ce n'est pas 3 juristes différents, c'est potentiellement le même juriste qui déambule, d'où l'expression de cette communication, d'un espace à un autre. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de montrer comment on passe d'un niveau à un autre, c'est-à-dire comment le juriste qui travaille dans un contexte ne peut pas rester mentalement enfermé dans son contexte, c'est-à-dire comment il doit se rendre compte que ce qu'il est en train de faire, d'autres peuvent être amenés à le faire à un autre niveau que lui. Et c'est très important pour ce juriste de prendre conscience de cette géographie. Pourquoi ? Parce qu'il va utiliser dans son cercle, je vais parler du juriste qui travaille au niveau national, des arguments qui se développent dans un cercle européen, voire dans un cercle international, avec un objectif précis qui est de faire évoluer son cercle national. Il va chercher à infléchir une position, par exemple, nationale, en expliquant à ses interlocuteurs que s'ils ne prennent pas en compte des constructions qui se développent dans d'autres cercles, européens ou internationaux, il se peut que la situation migre, je vais expliquer comment, et que cette situation migrant, elle soit réglée différemment par d'autres acteurs qui ont une autre culture. Donc la question est de savoir, la nécessité en quelque sorte qui est celle du juriste, c'est de dire je dois sortir de mon cercle national parce que je n'ai pas le choix, parce que d'autres que moi peuvent être saisis du problème qui m'est posé et vont l'appréhender de manière totalement différente par rapport à ma façon de travailler. Cette hypothèse, elle emprunte des schémas très simples et à la fois très compliqués. Alors je vais rester sur du très simple dans un premier temps. Le schéma très simple, c'est celui bien sûr de la question préjudicielle. Nous avons eu l'occasion d'en débattre dans différents cercles, notamment en propriété intellectuelle. Le schéma de la question préjudicielle est un schéma qui est très particulier. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la question qu'un juge national se pose dans un contexte national et qui va justifier sa question préjudicielle, quand elle va être reçue au niveau européen, ce n'est pas tout à fait la même question qui se pose. C'est une autre question qui se pose. C'est-à-dire qu'on a 2 questions juridiques. Le juriste, alors il y a des exemples que je pourrais développer, je ne vais pas le faire, mais on peut prendre des exemples, si vous voulez, dans la discussion, j'en prendrai. Le juriste qui travaille dans un contexte national a un problème à résoudre. Ce problème mobilise une question d'interprétation du droit européen. Il pose la question accessoire presque par rapport à ce problème central d'interprétation du droit européen. La Cour de justice reçoit la question et elle ne s'intéresse qu'au paquet droit européen et elle va rendre sa réponse pour la question de droit européen. Donc c'est deux questions, 2 droits en quelque sorte, souvent 2 logiques qui coexistent. Et le travail très difficile du juge interne, c'est de récupérer cette réponse qui a été donnée au niveau européen avec une rationalité européenne et d'essayer de la combiner et de construire une solution avec la solution nationale. Bon, donc en gros, il faut qu'on explique, et là je vais prendre ma casquette de prof, il faut qu'on explique à nos étudiants que quand on pose une question préjudicielle à la Cour de justice, on pose une autre question à un autre acteur et non pas la question du procès qu'on a à résoudre précisément dans le contexte national. C'est jamais exactement le même problème. C'est toujours un problème un peu, voire beaucoup, très différent. Bon, il y a cette figure-là, il y a la figure de la Convention européenne des droits de l'homme, que mon voisin de droite connaît par cœur, voilà, que tout le monde imagine bien. Et puis après, il y a des schémas un peu plus compliqués. Il y a le passage possible au contexte international. Et puis, dernier point, il y a le passage possible entre le contexte européen et international. C'est une figure un peu excessive, comme ça, un peu extrême, mais elle existe. Je vais reprendre l'histoire de la sanction prononcée par un Conseil de sécurité des Nations Unies, mise en œuvre par un instrument de droit européen. On doit appliquer un règlement européen qui, par exemple, prévoit le gel d'avoir d'une personne en particulier.
Et on constate que dans la mise en œuvre de ce processus, à un moment donné, les droits fondamentaux n'ont pas été respectés, au titre desquels peut-être la protection des données à caractère personnel, et auquel cas, eh bien, il y a possibilité pour l'Europe de bloquer le processus, c'est ce qu'elle a fait dans des affaires connues, que connaissent bien les internationalistes publicistes, notamment l'affaire Caddy. Voilà donc ces schémas de déambulation qui sont un peu effrayants, puisque en gros, on apprend qu'il faut non pas savoir faire un boulot d'un juriste, mais potentiellement, dans mon schéma déjà très simplifié, le boulot de 3 juristes. Alors, comment on arrive à faire avec tout ça? La solution, au fond, peut tenir en trois étapes de raisonnement, très simples, élémentaires, je dirais. La première étape, c'est de se placer dans la perspective qu'à une question donnée, je parle à une question de droit donnée, eh bien, le juriste doit s'habituer au fait que plusieurs niveaux de réponse sont susceptibles d'être donnés. Là où jusqu'alors il avait la pochette droit national, et où son problème était de savoir si c'était le droit allemand ou le droit français qui s'appliquait avec sa règle de conflit qui va lui dire que c'est l'un ou c'est l'autre, de savoir si le jugement allemand a un effet en France ou pas, il va falloir qu'il apporte une nouvelle pochette qui va s'appeler la pochette européenne avec tout son lot de questions. Et la même chose avec la pochette internationale. Et le juriste qui anticipe cette pluralité de réponses à des niveaux différents est le juriste qui va pouvoir le plus tôt, en quelque sorte, infléchir, prendre marque dans ce processus et essayer de l'influencer. C'est pas anodin, par exemple, qu'un juge national raisonne en termes de droit européen avant que la Cour de justice le fasse. C'est même préférable qu'un juge national anticipe l'étape par laquelle la Cour de justice va le faire. Parce que si elle laisse à la Cour de justice le soin de le faire, elle abandonne les rênes de ses solutions juridiques à la Cour de justice, ce qui n'est pas nécessairement, ou toujours en tout cas, une bonne chose. Bon. Donc, premier élément de comparaison, j'ai une question, j'ai peut-être plusieurs réponses, en tout cas plusieurs pochettes dans lesquelles je vais trouver différentes réponses. Deuxième étape, c'est celle de la combinaison. Là, il faut savoir que cette figure de déambulation du juriste à des niveaux différents place le juriste avec des constructions qui ne sont pas du tout équivalentes. Le droit national est généralement le droit le plus construit, le plus complet, qui apporte le plus de solutions aux questions que se pose le juriste. Le droit européen est un droit déjà beaucoup plus spécialisé, qui en plus est polarisé sur des objectifs précis, peut-être contestables d'ailleurs, hein, peu importe, mais qui ont une finalité extrêmement précise, qu'il faut savoir cantonner. Ce qui est vrai du droit européen l'est a fortiori du droit international. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, quand je reprends la figure de la question à la Cour de justice, parce que c'est le plus commode, quand on pose une question à la Cour de justice de l'Union européenne et qu'on a une réponse de droit européen, la réponse de droit européen, elle ne va pas remplacer le droit national. Elle ne vient pas libérer en quelque sorte le champ en disant c'est le droit européen qui va donner la solution. Non, il va falloir combiner, construire avec des solutions de droit national qui ne sont pas concernées par le problème de droit européen, et il va falloir greffer là-dessus la question de droit européen. Et ça, c'est un travail de combinaison qui est très loin des visions hiérarchie des normes qui ont pétri nos esprits en première année de droit. Et là, il faut faire preuve quand même d'une certaine agilité en faisant la part de ce qui relève de l'un et de ce qui relève de l'autre. Troisième temps, le juriste n'est pas toujours obligé de faire... une fois, on m'a dit que c'était de la procréation juridique. Alors, de faire de la procréation juridique, hein, de combiner comme ça des solutions, il a aussi des outils qui lui permettent de faire des choix. C'est-à-dire qu'il a des outils de hiérarchisation. Je prends un exemple. La QPC qui est posée à notre Conseil constitutionnel à propos d'une loi de transposition directive, qui va soulever la question de savoir si le Conseil constitutionnel va ou non poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Vous savez que maintenant, depuis quelques mois, nous savons que le Conseil constitutionnel s'est autorisé ce saut dans l'inconnu. Bon, eh bien, ça, c'est un élément de discours où, à un moment donné, le Conseil constitutionnel peut avoir le pouvoir de verrouiller la porte, comme un juge national qui refuse de poser une question. Dans une certaine mesure, il a le pouvoir, à un moment donné, de dire la réponse, je vais la donner dans mon cercle, parce que je pense que dans mon cercle, j'ai l'ensemble de la palette des outils nécessaires à la solution. Voilà.